Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast. Je suis David et aujourd'hui j'aurai le plaisir d'être accompagné de Ben et Antoine qui sont tous deux coachs chez Strength Development. Dans ce podcast, on va un petit peu parler de l'utilisation et de la place du RPE dans une planification de force athlétique. Donc l'idée nous est venue suite au podcast de nos collègues de chez Strength Strategy qui se nomme RPE vs pourcentage dans les sports de force. De notre côté, on a pu écouter une première fois le podcast, puis une deuxième fois au cours de laquelle on a pris quelques notes et relevé certains points avec lesquels on n'était pas forcément en accord ou qu'on n'a peut-être pas compris. Avant que le podcast ne commence, je tiens à préciser que c'est en aucun cas un clash envers STS. Donc on a pu les contacter en amont pour leur soumettre l'idée d'un podcast réponse de notre part. Donc ils sont au courant et a priori ils n'y voient aucun problème. Voilà pour cette petite intro, on espère que ce podcast vous plaira et on vous souhaite une bonne écoute. Ok Ben, toi tu voulais commencer il me semble avec une petite anecdote perso. Ouais, tout à fait. Alors moi, pour moi, la question pourcentage versus RPE, ça remonte, finalement peut-être à l'année 2016. C'est vrai qu'à l'époque, je suivais, un powerlifter, qui était Johnny Candito, pour ceux qui se souviennent, et il avait publié un programme, en libre accès de 12 semaines de mémoire. Et en fait, pendant les 6 premières semaines de ce programme, on avait finalement une planification basée sur un pourcentage, donc de la charge maximale qui avait été déterminée avant le début du programme. Et en fait, il fallait rentrer également la charge qu'on désirait atteindre à la fin du programme. Heu et ensuite, en semaine, 7, je crois, il y avait une semaine charnière où on basculait sur un calcul des pourcentages basé sur ce «max final» entre guillemets, et qu'on gardait jusqu'à la fin du programme, jusqu'à atteindre ce max. Et donc c'est là que pour moi était l'élément paradoxal, c'est-à-dire que dès le début, du programme, on devait choisir, finalement le max qu'on allait atteindre. Et donc moi j'étais devant ce programme et je me disais: «Bah, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je joue, la sécurité et je suis raisonnable? Ou est-ce que, je choisis un max assez ambitieux avec le risque de ne pas pouvoir l'atteindre à la fin?» Et finalement voilà, c'était la problématique, que je voyais avec les pourcentages. C'était comment je connais la réponse, que je vais avoir avec un programme donné, et comment j'anticipe cette réponse, dans un bloc. Et donc c'est à peu près à ce moment-là que moi j'ai découvert la programmation, et Reactive Training Systems, donc la programmation avec les RPE. Et le RPE m'est apparu finalement comme une réponse à cette problématique que, au-delà de l'expérience que j'avais eue avec ce programme, m'était apparu dans les programmes que j'avais fait moi-même finalement. Comment implémenter, voilà, des incréments de pourcentage, ou du moins planifier un bloc entier sans savoir, comment on va répondre à notre programme d'entraînement. Ouais bah je me souviens très bien de ce programme, je dois encore même l'avoir, enfin il doit traîner quelque part sur mon PC. Je me souviens pas l'avoir fait à titre perso, mais c'est vrai que ce truc de demander à quel RM tu veux arriver, bah on peut facilement être biaisé par nos envies, se dire ok j'ai envie d'avoir 200 et, euh, et de mémoire les incrémentations bah, elles étaient prédéfinies du coup si tu voulais estimer ton max, si tu voulais atteindre un max de 200 kg squat alors que tu commençais à 100, tu pouvais vite te retrouver avec des incrémentations beaucoup trop élevées entre les semaines. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait un risque de ne pas pouvoir réaliser tout le programme ou de ne pas pouvoir le mener à terme en tout cas. Alors du coup, moi je voulais parler un peu de la place du RPE dans Emerging Strategies, mais avant tout, je vais commencer par définir ce que c'est l'autorégulation et comment nous on conçoit le RPE. Du coup, l'autorégulation, c'est un processus qui est utilisé pour individualiser la charge d'entraînement de manière systématique. C'est-à-dire que c'est réalisé dans un cadre flexible qui permet au coach et à l'athlète pardon, d'ajuster les charges d'entraînement en fonction des mesures de performance de l'athlète. Donc en powerlifting, la méthode la plus connue, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le RPE. Donc nous, on utilise l'échelle des RPE basée sur les répétitions en réserve. Peu importe le nombre de répétitions, donc j'ai cru comprendre que certains adoptaient une échelle différente en fonction de s'ils réalisaient une single, mais nous, c'est pas trop notre cas. Donc notre échelle, ça va être l'échelle classique de si vous êtes à une rep de l'échec, c'est RPE 9, si vous êtes à deux reps de l'échec, c'est RPE 8, etc. Donc ce qu'on cherche à quantifier ici, c'est la charge interne, donc la charge de travail perçue par le lifter, à l'inverse des pourcentages qui quantifient la charge externe, soit la charge de travail réellement appliquée à ce lifter. Cette notion elle est importante parce que le RPE il est censé évaluer indirectement le stress ou le stimulus ressenti par l'organisme et non pas le stress appliqué à ce dernier. Donc c'est une distinction qui est assez importante
par exemple, vous pourrez porter 100 kilos plus facilement les jours où vous êtes en forme que les jours où vous ne l'êtes pas. Du coup, le stress perçu par l'organisme, il sera différent. Donc avec les RPE, ce qu'on cherche à évaluer finalement, c'est la réponse de l'organisme à ce stress perçu. Donc voilà pour le RPE de la manière dont nous on le conçoit. Donc dans leur podcast, j'ai cru comprendre que Strength Strategy voyait le RPE plus comme un outil qui va servir à autoréguler les jours où on n'est pas en forme, mais c'est oublier une partie de l'équation qui est l'inverse, donc qui serait plutôt de se dire que le RPE, justement, il nous permet d'autoréguler plus, il va nous permettre plus d'autoréguler les jours où on se sent en forme, plutôt que l'inverse. Donc, ce qui va nous mener à nous exposer, ou en tout cas à avoir plus d'opportunités de réaliser des PR via finalement ce système flexible, donc qui est le RPE. Ouais, tout à fait, hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'ai plus vu, dans ma pratique et à la fois dans mes coachings, j'ai plus vu l'autorégulation dans un sens positif que dans un sens négatif et comme étant l'opportunité, voilà, d'ajouter, peut-être, 20 kilos sur un même format dans un bloc, plutôt que, dans le sens où on va, finalement, s'adapter à une situation, assez négative. Et d'ailleurs, pour, revenir là-dessus, c'est vrai que dans leur podcast, ils citent l'exemple d'un bloc programmé en RPE où on programmait finalement un single RPE 8 en première semaine, puis RPE 8,5, RPE 9, RPE 9,5. Donc il y aurait finalement un incrément du RPE comme il y a un incrément du pourcentage, dans la planification, qu'ils proposent. Heu, mais en réalité, si on applique, les principes d'Emerging Strategy, l'objectif, ce n'est pas, voilà, d'augmenter les RPE au fil des semaines, c'est plutôt d'appliquer le même stress à chaque microcycle. Donc, par exemple, le single RPE 8 qu'on va répéter semaine après semaine et sur lequel on va observer, on l'espère, une augmentation des charges. Donc voilà, les RPE n'ont pas nécessairement vocation à augmenter d'une semaine à l'autre, puisque ça reviendrait finalement à augmenter, bah, la fatigue, l'indice de stress, qui est notamment l'un des éléments qu'on va récolter et qu'on va mesurer avec la programmation de type Emerging Strategy. Mais ça, je vais laisser Antoine en parler. Ok les gars, bon, bah, du coup moi dans la suite du RPE, je voulais parler un peu de l'indice de stress, qui pour nous est quand même un bon outil, qui a certes une formule qui peut sembler assez complexe à utiliser dans un premier temps, mais à partir du moment où on l'a programmé dans le journal d'entraînement, ça reste quand même quelque chose d'assez facile à suivre. Ici, il nous suffit d'avoir le nombre de sets, de reps et le RPE. Et en fait, si on prend pas le stress index en compte, on perd quand même quelques données et donc en qualité d'analyse, parce que tous les sets n'ont pas le même stress. Par exemple, si je prends un set difficile, donc on va dire RPE 8 ou 9, et que je prends pas en compte les sets faciles, donc je dirais RPE 6, qu'on dit que bah, ils valent 0, on perd des données. Alors que ici, avec le stress index, on peut quand même voir quels impacts ont les sets faciles. Pour ma part, je trouve qu'il est intéressant de le prendre en compte, du coup, le stress index, parce que avec lui, on ajoute le niveau d'effort dans l'équation, ce qui le rend plus comparable de bloc en bloc. Il permet aussi de quantifier le volume en prenant en compte différents niveaux d'effort. Après, c'est quand même un outil qui a ses limitations, comme le RPE. C'est vrai qu'il n'est pas exact, mais il a pour vocation de représenter euh, la réalité et d'être pratique. Ensuite, on peut dire que ça varie en fonction des lifters. Tous les lifters n'auront pas le même stress index et des lifts. Donc un lifter donné, il n'aura pas le même stress index sur le squat et le deadlift. Juste rebondir, à un moment, tu as dit que le stress index, ça a pour vocation de représenter la réalité ou l'inverse, j'ai pas bien entendu. Ah non, j'ai dit que ça a pour vocation de représenter la réalité, mais que c'était dans une optique de praticité, tu vois. Ah ouais, mais justement, j'aurais plutôt dit l'inverse, que c'est un outil plus pratique, mais qui représente pas forcément la réalité. Donc, en soi, le nombre du stress index, par exemple, un stress index pardon, de 3, ça veut rien dire en soi, mais c'est plus un outil pratique pour que toi, tu puisses comparer différents blocs, différents protocoles, etc. Voilà, c'était juste une petite précision que je voulais faire. Mais vas-y, tu peux reprendre du coup. Ok, ça permet quand même d'avoir une grosse part d'individualisation, de quantifier le stress index, en sachant que la course à un stress index haut, c'est pas toujours la solution,
et que parfois le fait de réduire un peu le stress, ça peut aussi augmenter des gains de performance. Pour ma part, le gros point fort de cet outil, c'est qu'il m'a quand même souvent permis d'exclure des variations qui parfois étaient trop coûteuses dans ma programmation. Typiquement, il y a 2-3 blocs, j'ai utilisé des dips et ça me gênait, ça m'occasionnait quand même pas mal de courbatures. Et pourtant, j'avais un stress index égal à mon bloc précédent où il n'y avait pas de dips. Et du coup, le fait d'avoir cette donnée, ça m'a permis d'exclure les dips en gros. Et je me suis rendu compte que c'était la dose d'entraînement qui impliquait plus de fatigue pour un même stress index. Et donc ça permet en gros de comparer deux protocoles différents et d'opter pour le meilleur. Après, on peut aussi suivre d'autres variables, aussi bien que le stress index, hein. On peut utiliser des sessions RPE, on peut toujours quantifier le volume, la fréquence, etc. Par rapport à ça, il me semble que dans leur podcast, Strength Strategy avait dit que on pouvait pas suivre le tonnage. À un moment, je crois qu'ils disent ça, si on utilise le RPE. Alors j'ai un peu de mal à m'imaginer comment on pourrait pas le suivre, parce que le tonnage, c'est juste la multiplication du nombre de séries par le nombre de reps par la charge soulevée. Donc on peut quand même, on peut quand même utiliser le tonnage en utilisant le RPE. Donc je voulais juste intervenir par rapport à ça. Autre chose sur laquelle autre point que Ben voulait soulever, c'est qu'on peut utiliser le RPE de différentes manières et qu'au final, si on utilise le cadre Emerging Strategies, c'est un cadre assez souple, donc qui encourage la créativité. Donc Ben voulait nous parler un peu de ça, donc je vais lui laisser prendre la parole. Ouais, bah, c'est vrai que t'as déjà bien avancé le sujet. Non, non, mais effectivement, de la même façon que finalement on peut traquer d'autres données avec une programmation RPE, finalement le Emerging Strategy, c'est pas un cadre rigide. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu la notion dans ce podcast que il fallait prendre le RPE avec tout ce qui allait avec, que c'était uniquement designé pour être utilisé dans ce modèle-là. Mais après, c'est un modèle qui est très souple, donc on peut tout à fait utiliser le RPE sans nécessairement utiliser le stress index. Il y a d'autres formules d'ailleurs, même qui viennent du bodybuilding, je crois, qui permettent de quantifier la charge de travail. Il y avait un espèce de volume multiplié par le RPE, enfin, n'importe quelle finalement formule peut faire l'affaire tant qu'elle prend ça en compte. Alors, nous, on trouve que le stress index le fait très bien, mais d'ailleurs, on voit que finalement, Reactive Training Systems réactualise régulièrement la formule du stress index, donc c'est pas une vérité absolue, comme l'a pu le dire Antoine. Mais globalement, finalement, le RPE, pour moi, c'est un outil souple et Emerging Strategies est un cadre souple. Et d'ailleurs, on le voit dans leur contenu régulièrement. Ils rappellent que la créativité, c'est une condition finalement à la réussite de l'utilisation du modèle Emerging Strategies. Après, le RPE, comme on l'a dit aussi, c'est un outil qui a ses limites et je crois que David veut nous dire quelque chose là-dessus. Alors ouais, les limitations du RPE, en gros, la première question qu'on a, le premier problème qu'on a soulevé, c'est de savoir si l'athlète il est capable de juger correctement ou non son RPE. Donc il se trouve qu'on a des données sur le sujet, et moi j'ai relevé une étude qui m'a particulièrement qui m'a particulièrement plu, pardon, je vais y arriver. Surtout au niveau de la méthode, etc. Donc, c'est une étude de Zourdos et collaborateurs qui est parue en 2019. Donc, pour ceux qui connaissent Michael Zourdos, c'est quelqu'un d'assez connu dans le monde de la périodisation. Donc, l'objectif principal de cette étude, c'était d'évaluer la précision de l'estimation du nombre de reps en réserve à travers justement l'échelle des RPE basée sur les reps en réserve dont j'ai parlé lors d'introduction, enfin au tout début du podcast, pardon. Il y avait aussi un objectif secondaire, c'était de chercher à savoir si la précision de la notation du RPE pouvait varier en fonction du nombre total de répétitions effectuées dans une même série, en fonction des années d'entraînement des participants et de leur expérience avec l'échelle des RPE, donc c'est-à-dire à quel point ils sont familiers ou pas avec l'outil. Donc cette étude, elle a inclus 25 jeunes participants, ils avaient en moyenne 25 ans, de sexe masculin, il n'y a eu aucune femme pour le coup. Parmi les critères d'inclusion, ce qui est bien, c'est qu'il fallait avoir pratiqué du squat au moins une fois par semaine au cours des 2 dernières années et ne pas être sous produits dopants. Donc, les participants, ils avaient en moyenne un ratio 1 RM poids de corps de 2
ce qui fait d'eux des pratiquants relativement bien entraînés, étant donné que généralement, on va retrouver des ratios allant de 1 à 1,5 dans les études. Donc, concernant leur expérience avec le RPE, ils avaient en moyenne 10 mois, 10 plus ou moins 7 mois de pratique. Donc en résumé, on a affaire à des gars assez entraînés, avec un petit peu d'expérience avec le RPE, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau de la méthode d'entraînement, donc ce qu'ils ont fait, c'est que dans un premier temps, les participants, ils ont tous testé leur 1RM au squat. Ensuite, 10 minutes plus tard, ils ont réalisé une série à l'échec avec 70% de cette RM testée du coup. La série, du coup, elle a été réalisée 10 minutes après le test pour des raisons de fiabilité et pour que les participants aient bien récupéré, pour qu'ils puissent bien pousser leur série au plus proche d'un vrai échec. Pendant la série, il a été demandé aux participants de signaler verbalement le moment où ils pensaient être à 5 reps, à 5 reps de l'échec, puis à 3 reps, et enfin à une rep. Ensuite, ben, ils avaient juste à finir leur série et à pousser jusqu'à l'échec, quoi. Par exemple, un gars qui fait sa série, s'il pense être à 5 reps de l'échec, il va signaler, il va lever la main, je ne sais pas exactement comment ils ont fait, mais il signale qu'il a 5 reps de l'échec, et ensuite il poursuit sa série. Donc l'idée, c'était de pouvoir mesurer la différence entre le nombre de reps en réserve annoncés par les participants et le vrai nombre de reps en réserve constatés une fois que la série est arrivée à l'échec. Donc si on prend un exemple, un participant qui annonce être à 5 reps de l'échec au moment de sa 8e rep, ça voudrait dire qu'il pourrait compléter 13 répétitions au total, selon lui, avant d'arriver à l'échec. Si en réalité on constate qu'il en a fait, disons, 16, bah, on pourra calculer la différence entre le RIR prédit par le participant et le vrai RIR. Du coup, dans notre exemple, la différence, elle serait de 3, puisque le participant, il annonce être à 5 reps de l'échec, alors qu'en réalité, il est à 8 reps de l'échec. Donc, on va faire 8 moins 5 égale 3. Au niveau des résultats, on se rend compte qu'en fait, on constate une différence entre le RIR annoncé par les participants et le vrai RIR. En fait, quand les sujets ils annoncent être à 5 reps de l'échec, en réalité, ils étaient plutôt autour des 10 reps de l'échec. Quand ils annonçaient être à 3 reps de l'échec, ils étaient environ à 6-7 reps de l'échec. Et quand ils annonçaient être à 1 rep de l'échec, ils étaient approximativement à 3 reps de l'échec. En fait, dans cette étude, on se rend compte que plus on est proche de l'échec, plus la notation du nombre de reps en réserve est précise, avec un effet significatif relevé par les auteurs. Donc il y a aussi eu des analyses de corrélation qui ont été faites et elles ont indiqué qu'un plus grand nombre de répétitions était associé à une moindre précision de la notation du RIR. C'est-à-dire que sur des séries longues, on va avoir plus de mal à noter précisément son RPE ou son nombre de répétitions en réserve. Ces analyses, elles ont aussi indiqué que le nombre d'années d'entraînement, donc l'expérience entre guillemets de l'athlète, pouvait être associé à une meilleure prédiction du nombre de reps, du nombre de reps en réserve quand l'échec était proche, donc à partir de RPE 8-9. Dans cette étude, il semble qu'il n'y ait pas de relation entre l'expérience avec les RPE et la notation du nombre de reps en réserve. Donc, de manière générale, ces résultats, ils montrent quoi? Ils montrent que l'échelle des RPE, elle est moins précise quand il s'agit d'évaluer des séries longues, comme j'ai dit précédemment. Et quand on est loin de l'échec aussi, c'est un peu plus compliqué. À plus de 3 reps en réserve, ça devient un peu plus compliqué d'être précis. En pratique, moi, je pense qu'on demande rarement à nos athlètes, je pense que vous serez d'accord avec moi, les gars, mais on demande rarement à nos athlètes de noter des séries en dessous de RPE 6, ce qui correspondrait à 4 RIR à peu près. De plus, le fait que dans l'étude, les reps en réserve aient été demandés au cours de la série sans avoir pris le temps de visionner son mouvement vidéo ou alors de demander de l'aide, que ce soit à son coach ou à des partenaires d'entraînement, ça rend l'évaluation un peu plus complexe et en soi, on perd un peu des datas qu'on aurait pu récupérer pour justement préciser son RPE. Par exemple, moi je pense que la réalisation de AMRAP de temps en temps, ça peut aider l'athlète à mieux jauger son RPE dans le temps, grâce à en visualisant pardon, la vitesse de barre, etc. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte comme la technique, etc. Mais bon voilà, on peut aussi utiliser des trackers de vitesse. Tous ces outils-là peuvent aider à préciser le RPE. Dans l'étude, il y a aussi un truc, c'est que les participants, ils n'étaient pas forcément au courant de la charge. Enfin, c'est pas qu'ils n'étaient pas forcément, c'est qu'ils n'étaient pas au courant de la charge qui était sur la barre. C'était caché par des sacs poubelles, en fait. C'est un bon point dans le cadre de l'étude, parce que du coup, on veut que les athlètes ne soient pas biaisés par le fait qu'ils sachent ou non combien il y a sur la barre, enfin, au squat, quoi, sur la barre de squat. Mais ça ne représente pas forcément la réalité et ça enlève des repères à celui qui doit noter le RPE. Donc voilà pour pour mon point à moi. Donc, vous avez quelque chose à dire, les gars, par rapport à ce que j'ai dit? Ouais, bah, moi toujours dans l'optique de la façon de jauger son RPE, moi aussi j'avais trouvé un petit papier qui parlait de ça,
Bon, je vais moins développer que toi, mais en gros, c'était des adolescents qui avaient des compétences en RPE inférieures à celles des adultes. Euh, et en gros, l'étude relevait que cet effet dépend du développement physiologique et cognitif des individus. Et donc, bah, à ce sujet-là, on peut comprendre que l'expérience de la pratique fait que sur le long terme, on arrivera probablement à mieux jauger un RPE. Ouais, je suis assez d'accord. C'est à peu près ce qu'ont conclu un peu les auteurs à ce sujet-là, sur l'expérience, donc, enfin, sur les années d'entraînement en tout cas. Donc voilà, maintenant on va enchaîner sur un deuxième point Ouais, alors, qui... Vas-y, je ouais, te je laisse voulais prendre la parole. rebondir finalement un peu là-dessus parce que c'est dans la continuité. Bah, ce qu'on a vu dit là, je pense que tout le monde pourrait, enfin, tous ceux qui utilisent les RPE régulièrement pourront en être d'accord, on devient meilleur avec la pratique. Mais après, un autre point qui avait été soulevé finalement, au-delà de la capacité à juger le RPE, il y avait aussi peut-être le problème de l'utilisation du RPE dans le sens où le RPE pourrait, alors pour reprendre les mots, parasiter l'athlète, parce que ça demande effectivement de la réflexion en amont de la séance, combien je vais mettre sur ma barre. C'est sûr que ça demande plus de préparation, d'anticipation que d'aller à la salle avec une charge prescrite. De l'hésitation, du doute dans la session, c'est-à-dire est-ce que le RPE, est-ce que la charge que j'ai mis est bonne, est-ce que je dois la moduler entre mes séries en fonction enfin, du protocole qui est demandé. Et donc ça, effectivement, je pense que ça peut être une vraie problématique alors, pour des débutants, peut-être même au-delà de débutants dans la pratique du sport, d'un débutant dans l'utilisation du RPE. Je pense qu'effectivement, on peut, bah, tomber l'hésitation. Est-ce que j'overshoot? Est-ce que j'undershoot? D'ailleurs, c'est assez marrant la façon dont a été designée l'étude dont tu parles, parce qu'il y a justement quelques jours, il y a quelques jours, une publi de RTS qui, disait justement qu'il fallait pas évaluer son RPE en cours de série, mais plutôt, mettre la charge qu'on pensait être la bonne, sur la base des échauffements ou de la gamme montante, et à la fin juger son RPE, mais surtout pas se concentrer sur le RPE pendant la série, parce que là aussi ça peut parasiter finalement l'exécution de la série. Mais ça aussi, je pense que c'est quelque chose que j'ai vu chez plusieurs athlètes et même chez moi, qui se met en place avec le temps. On arrive, alors effectivement, quand il y a un nouvel exercice, ça demande parfois de s'adapter, d'anticiper un peu plus, de tâtonner un peu plus sur les premières séries. Mais en général, quand on connaît à peu près ses charges, surtout au sein d'un bloc, on sait à peu près combien on peut viser, on sait aussi être capable de garder son sang-froid, de pas s'enflammer, si ça va pas, de moduler vers le bas. J'ai le mot en anglais, je trouve plus en français. Bref, voilà, de coller à la réalité de ses capacités du jour. Donc je pense que là aussi, sur ce phénomène-là, il y a un phénomène d'apprentissage. Et, et voilà ce que je voulais dire. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que quand on, de manière générale, quand on essaie d'appréhender un nouvel outil, bah, il y a toujours une courbe d'apprentissage qui est propre à chacun. Mais de manière générale, je pense que on a un peu du mal au départ et avec le temps, bah, on y arrive de mieux en mieux. Et du coup, bah, ça sera à peu près un peu pareil pour le RPE. Donc, un autre point, ça serait que le RPE incite à se mentir sur son niveau. Sur son niveau. Euh, mais je vais laisser Antoine en parler de ce point-là, du coup. Ouais, alors du coup, moi je vais développer ces deux petits points-là, à savoir si le RPE incite à mentir sur son réel niveau et si il donne l'impression d'avoir une progression qui n'existe pas. Euh, alors moi j'ai relevé avec mon expérience et enfin les coachings que j'ai pu avoir, etc., que plus on s'éloigne du single, plus le calcul du max estimé peut s'avérer erroné. C'est vrai que mon max a tendance à être plus précis quand je le calcule via des singles que quand, par exemple, je fais des x8. Après, ça reste toujours une donnée subjective, puisque sur une série longue, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, par exemple l'endurance et la dégradation technique liée à celle-ci. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit dans ce que disent les auteurs du papier que j'ai cité là, que plus une série est longue, plus on a du mal à juger son RPE, ce qui pourrait expliquer qu'au final, bah, l'estimé ARM est moins précis, puisqu'il se base justement sur le RPE. Et du coup, bah,
Voilà, je pense que ça, c'était une intervention nécessaire. Je te laisse reprendre du coup. Ok, 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 ça marche. Pour ce qui est du pair au RPE, comme on a pu en parler, Strength Strategy, et comme on en voit en effet pas mal sur les réseaux sociaux, là je dirais que c'est un peu au coach d'intervenir pour mieux réguler son athlète. Parce qu'en réalité, si le coach voit que son athlète ment sur les réseaux sociaux, ou qu'il montre un faux max estimé en parlant de PR au RPE, bah, j'aurais tendance à dire que enfin, c'est au coach de réguler cette intervention-là et expliquer à l'athlète que ça n'impacte que lui et sa progression finalement. Voilà pour les limitations du RPE. Je sais pas si vous aviez d'autres choses à ajouter, les gars. Ouais, moi j'aurais bien rebondi là-dessus pour dire qu'effectivement, bah, moi je pense que le PR au RPE, c'est pas une mauvaise chose en soi, ça existe. C'est-à-dire qu'effectivement, si on réalise 180 RPE 8 et puis que quelques semaines plus tard on réalise 180 RPE 6 et que la différence elle est notable au niveau de la vitesse de barre, au moins visuellement, c'est quelque chose qui existe. Après, oui, est-ce que les réseaux sociaux incitent à mentir? Bah, peut-être pour certains profils psychologiques. Peut-être que certains athlètes vont être tentés Moi, c'est pas forcément ce que je constate tout le temps. Des fois, effectivement, il y a des choses qui m'interpellent. Après, quand on connaît pas le lifter et qu'on connaît pas sa façon de lifter, c'est pas facile on peut pas dire avec certitude, bah non, là, c'était pas RP8. Euh, donc, euh, je pense aussi qu'effectivement, l'intervention du coach, quand c'est quelque chose qui se passe trop fréquemment, quelque chose qui est trop évident et que ça amène surtout à des désillusions après en compétition, parce que c'est ça aussi le problème, c'est quelqu'un qui se ment, bah, en général, il se fait rattraper par la réalité. Là, effectivement au coach d'intervenir, mais peut-être que là aussi, il y a une forme d'apprentissage, peut-être qu'un lifter va en passer par là avant de comprendre que c'est pas nécessairement la bonne façon de fonctionner. Bah, je suis assez d'accord avec toi, hein, j'ai rien à rajouter à ce niveau-là. Bah, ça tombe bien parce que ouais, on devait enchaîner sur les limitations du pourcentage. Désolé de te couper la parole comme Quelle ça. transition. Euh, voilà. Mais effectivement, donc là on a cité ce qui pour nous est les limitations, sont les limitations du RPE, hein. Il y en a sûrement d'autres qu'on pourra trouver. Malgré tout, il y a aussi des limitations du coup qui nous apparaissent au-delà de celles qu'on a peut-être énoncées en tout début de podcast sur le pourcentage. Et finalement, moi, la première qui me vient à l'esprit, c'est euh, comment est-ce qu'on peut juger correctement la progression et l'efficacité d'un bloc avec les pourcentages. Pas pour dire que c'est pas faisable, mais pour dire que ça nécessite finalement d'autres outils ou d'autres interventions, alors que effectivement avec le RPE et le calcul du max estimé, on peut facilement voir s'il y a une progression au cours d'un bloc de façon, alors certains diront pas objectif du coup, puisqu'effectivement avec le RPE on peut fausser ou du moins en fonction du format qu'on utilise, voir une progression peut-être qui n'existe pas, mais en tout cas s'il y a une progression conséquente, elle sera on va dire indéniable. Par contre avec le pourcentage, il faut utiliser, puisque moi la question que je me pose c'est finalement un athlète qui commencerait, alors je vais prendre des exemples assez arbitraires. Un athlète qui commencerait un bloc en faisant un x5 à 75% et qui finirait en faisant un x5 à 87%, donc un pourcentage qui se base sur un max estimé, donc je ne sais pas quand il a été estimé. Est-ce que c'est à la fin du bloc précédent? Est-ce que c'est avant le début de ce bloc-là? Donc déjà, quelle est la pertinence de ce max au début du bloc? Mais en tout cas, est-ce qu'il n'aurait pas déjà été capable de faire ces 5 reps à 87% dès le début du bloc? On n'a pas cette information-là. Donc, moi, ce qui m'apparaît, c'est que, et je crois que c'est d'ailleurs enfin, ce qu'ils citent dans leur podcast du côté de Strength Strategy, c'est d'utiliser le RPE finalement. Le RPE, non pas comme une consigne d'entraînement, mais uniquement comme un feedback. Et donc, effectivement, on se rend bien compte que si l'athlète a performé ses 5 reps à 75% au début du bloc RPE 7 et que à la fin il fait 5 reps à 87% RPE 7, il y a aussi, on peut retracer une progression en calculant un max estimé. Euh, voilà, ça paraît être une possibilité. Il y a aussi le fait que tu l'as dit que il peut y avoir une évolution. Enfin, il y a une évolution entre les semaines, entre les microcycles, dans le max estimé. Si tu prends que ton max estimé de début de bloc, tu prends pas en compte ces variations-là qui vont arriver au fur et à mesure du bloc. Du coup, tu vas te baser, enfin, ton 75%, il va tout le temps se baser
Si tu as estimé ton squat à 200 par exemple, bah, ça sera toujours 75% de 200. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des variations entre les semaines et les microcycles et qu'il faut les prendre en compte, auquel cas ton 75% il représentera plus du tout 75% à l'issue de 2 ou 3 microcycles peut-être, ou en fonction de l'athlète, quoi. Il y a un autre point sur lequel dont j'aimerais aborder, c'est que, toujours dans le même esprit, on peut mettre en place éventuellement des séances de tests pour justement évaluer son max à la fin de chaque bloc. Ça enlève pas les limitations que j'ai énoncées juste avant là, mais je trouve que ça reste quand même un truc, quelque chose d'assez invasif. Ça peut venir perturber euh, le, le comment dire, le déroulé des blocs ou le séquençage des blocs, entre guillemets. Donc, je suis pas fan de ce truc-là. Je sais pas si toi, Ben, ce que t'en penses, ou si quelqu'un a quelque chose à dire sur ce sujet-là, mais Non, moi, c'est quelque chose effectivement que enfin, surtout si ça doit être fait. Alors, soit on le fait effectivement à chaque fin de bloc, mais je pense que ça n'a pas toujours sa place selon des fois l'état de l'athlète, hein, parce qu'on va pas se mentir, dans des conditions de fatigue ou s'il y a des douleurs, faire un max, c'est peut-être pas alors, pas forcément un pur max, hein, peut-être ça peut être un x3 oui, oui, RPE voilà. élevé, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça peut changer notablement, on va dire, la structuration du bloc et c'est pas quelque chose, enfin en tout cas du coup nous avec notre façon de programmer qu'on aime mettre en place régulièrement, on préfère réserver ces tests-là soit pour des mock meets, soit pour des vraies compétitions quoi. Yes. Un autre point, une autre limitation, c'est par rapport à ce que dit à un moment String Strategy dans leur podcast, c'est que ils disent que le pourcentage, il peut être régulier. Il peut être régulé, enfin on peut autoréguler avec le pourcentage, pardon. Du coup, moi, c'est un truc que j'avais pas trop compris. Du coup, ben moi, je les ai contactés, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils entendaient par là. Et en gros, pour eux, si j'ai bien compris, ils se basent sur, on va dire, un score arbitraire un score de forme, entre guillemets, qui serait censé représenter ta forme du jour, donc ton état de forme physique, mental, etc. Et par exemple, l'exemple qu'ils m'ont cité, c'est que si tu es en dessous de 5, tu vas réduire un peu le pourcentage, donc la charge externe, entre guillemets, donc la charge d'entraînement. Et si tu es au-dessus de 5, c'est que tu es plutôt en forme et tu vas pouvoir augmenter la charge. C'est peut-être juste un exemple qu'ils m'ont donné comme ça, mais c'est un peu l'esprit de cette façon d'autoréguler. Alors moi, je vois ça plus comme une méthode de régulation plus que d'autorégulation, dans le sens où pour moi, l'autorégulation, elle doit venir de l'athlète et elle doit surtout être basée sur une mesure plus ou moins fiable de la performance. Pour moi, les niveaux de readiness ou les scores de forme, c'est pas une mesure de la performance, c'est pas si fiable que ce qu'on pense. Ça peut, euh, ça peut venir aider ou donner encore plus de data pour améliorer la prise de décision dans le choix de la charge, etc. Mais l'outil seul, je ne m'y fierais pas forcément. Enfin, je pourrais pas m'y fier à 100%. Déjà, d'une part, bah, si on prend la façon de faire que m'ont énoncé Strength Strategy, ça reste arbitraire. Donc ça pose un problème d'individualisation, pardon, selon nous. Nous, on utilise plutôt un score on appelle ça un score de fitness, mais c'est un peu la même chose. On se base en fait sur les niveaux de forme passés et récents de l'athlète. Euh, et en plus, on met à jour, enfin, ça se met à jour au fil du temps. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule ce qu'on appelle une moyenne mobile. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais une moyenne mobile sur une période donnée qui varie en fonction des athlètes. Ça nous donne une succession de valeurs qui correspondent à une norme et qui est censée représenter les niveaux de forme normaux de l'athlète. Donc de notre côté, on définit si un score de fitness est significativement élevé ou faible, s'il se trouve à plus ou moins un écart type de la norme. Donc ça nous donne un peu un continuum, une fourchette, quoi. Et du coup, on se retrouve avec des seuils individualisés et non arbitraires. Par exemple, un score de fitness de 8 sur 10 peut représenter un faible état de forme pour un athlète A, alors que pour l'athlète B, ça sera un état de forme très élevé ou moyen. Malgré ça, nous, on préfère quand même, enfin, même si on a mis en place cet outil, on préfère quand même se baser en priorité, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les dernières barres de chauffe ou alors sur une gamme montante pour prendre une décision concernant la charge d'entraînement, vu que, comme j'ai dit, c'est une mesure directe, enfin, directe non, parce qu'une mesure directe, ça serait de faire un test de RM, mais c'est une mesure plus fiable, en tout cas, du niveau de performance de l'athlète sur un jour donné. Alors pourquoi je dis ça? C'est simple, je vais citer un exemple qui va probablement parler à beaucoup d'entre vous.
Vous arrivez à la salle, vous avez passé une mauvaise nuit ou votre journée s'est mal passée ou que sais-je. Donc vous allez être tenté de vous dire, ok, je vais m'entraîner moins lourd aujourd'hui ou je vais faire moins de volume ou autre, sans avoir pris en compte vos véritables capacités du jour, évaluées via une gamme montante ou une mesure directe, entre guillemets, de votre performance. Et là, ça peut poser problème parce que il se peut que la perception de votre véritable forme physique, elle soit un peu masquée par une fatigue perçue un peu élevée. Par exemple, il y a des jours où on se sent un peu mal avant de commencer ses warm-up et finalement notre entraînement se passe quand même bien, voire on finit par perdre. Je suis sûr que on a tous un peu déjà connu cette situation. Je pense aussi qu'il peut y avoir un effet nocebo qui serait lié au fait qu'on se persuade qu'on n'est pas en forme ce jour-là et du coup on finit par être moins impliqué dans sa séance et ça se traduit par une baisse de performance. En ce sens, quand Strength Strategy disent que peu importe l'état de forme, il faut faire le travail, à un moment ils disent ça dans leur podcast, je pense que vous comme moi les gars, on sera plutôt d'accord pour dire que c'est la mentalité qu'il faut avoir. Par contre, pour en revenir au sujet principal qui est le score de forme, je pense pas que baser sa régulation sur cet unique indicateur, c'est une bonne chose en soi. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées du coup. Ok, du coup, moi, je voulais rebondir un peu sur l'autorégulation. Bon, j'ai eu un parcours STAPS, on peut en dire ce qu'on veut, mais ça m'a permis de voir plusieurs sports différents. Et ce que j'ai pu en constater, c'est que l'autorégulation, c'est un enjeu majeur pour tous les sports et pas uniquement pour la force. Bon, comme dans notre sport, il y a des moments où les athlètes d'endurance, de vitesse, de ce que vous voulez, ils ont besoin de gérer leur effort pour ne pas les conduire à la blessure ou autre. Eux aussi, ils ont des périodes de fatigue, de réhab, de pic, etc. Et malgré ça, il faut qu'ils continuent à s'entraîner. Et il en va de même pour les sports collectifs type foot, rugby. Ici, on réduit pas systématiquement la charge, mais on peut réduire le temps d'entraînement, par exemple. On peut faire des séances de physique un peu moins fortes, un peu plus fortes, etc. Euh, Et en fait, dans la force, bah, c'est plus facile à faire parce qu'on est confronté à des charges, des RPE. Mais voilà, faut quand même garder à l'esprit qu'on le fait dans tous les autres sports, le fait de s'autoréguler. Par exemple, pour avoir eu une courte pratique dans les sports de combat, lors des sparring, d'entraînement, on nous dit toujours de ne pas frapper à fond. Bon, c'est une forme d'autorégulation, même s'il y a probablement un aspect santé, tout ça derrière ça, pour pas que l'athlète soit complètement flingué le jour de son combat. Et aussi pour pas qu'ils se mangent des KO à tous les entraînements, sinon c'est pas ouf pour eux. C'est ça, c'est clair. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, bah, comme pour le RPE, c'est quelque chose qui se précise avec le temps et la pratique. Ouais, bah, Donc, si je peux rebondir, ouais, si je peux rebondir là-dessus, bah, ouais, vas-y, bien sûr. effectivement, je pense même plus que ça existe dans les autres sports. Je pense que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que c'est un enjeu majeur dans le sport professionnel. Les clubs les plus avancés, je pense aux clubs de foot et aux clubs de rugby, parce que c'est peut-être là aussi le plus médiatisé, et en tout cas dans notre pays, et on a le plus d'exemples. Mais il y a beaucoup d'outils qui sont développés. Il y a des préparateurs physiques qui se spécialisent là-dedans. Ça peut être le suivi des données GPS pour véritablement connaître l'effort fourni par un athlète, pour doser la séance suivante, Des accéléromètres aussi. savoir, voilà, Dans savoir, le foot et oui, tout, bah, les changements de direction, c'est tout ça, ça, ouais, c'est. ouais, exactement. Et ça va permettre aux préparateurs physiques et aux coachs bah, d'adapter finalement l'intensité des séances, etc. Euh, donc, c'est de limiter les blessures, comme tu l'as dit, hein, mais surtout de mettre ça au service de la performance. Donc, effectivement, nous, on a un peu cette impression qu'on se regarde le nombril avec notre autorégulation, des fois, parce qu'on peut le faire facilement, mais c'est une chance de pouvoir le faire facilement, parce que effectivement, on n'a qu'une capacité, capacité physique à développer. On a qu'une barre avec des poids et un RPE. Et en termes de variables d'entraînement, ben, on est plutôt bien loti quand il faut le faire dans des sports où il faut développer plein de compétences avec plein de modalités d'entraînement, etc. Ça devient vite plus compliqué. Donc, je pense que plutôt que de dénigrer un peu cet aspect autorégulation, je pense que au contraire, ça reste pour moi un enjeu majeur et on a de la chance de pouvoir le faire comme on le fait dans dans la force. Il y a aussi cette notion qui est apparue, enfin qui a été évoquée dans le podcast de STS, pardon. C'est cette notion de déresponsabiliser l'athlète quand on prescrit du RPE. Donc en gros, ça voudrait dire que nous, on laisse, enfin, quand on prescrit du RPE, l'athlète, il a trop de responsabilités alors que c'est au coach de prendre ses responsabilités, etc.
ce qui se fait à travers le pourcentage. D'après nous, on pense que justement, le fait de responsabiliser pardon, l'athlète, c'est une bonne chose, parce que nous, ce qu'on veut, c'est justement le rendre plus autonome et efficace dans la prise de décision. Et ça rejoint un peu ce concept d'auto-efficacité. Donc, pour la définition, vous m'excuserez, je vais citer Wikipédia. Donc, l'auto-efficacité, c'est la croyance qu'a un individu en sa capacité de réaliser une tâche. Donc, c'est le sentiment en fait de se sentir prêt, de savoir qu'on peut faire les choses bien et dans n'importe quel contexte. Ça emmène souvent à prendre des bonnes décisions dans des situations difficiles. Et un fort sentiment d'auto-efficacité, en fait, ça conduit un individu à se fixer des buts plus ambitieux et plus exigeants au final. Ça va aussi avoir des effets sur la persistance dans les comportements. Donc, dans le cas d'un athlète, il va être plus investi, il va fournir plus d'efforts et ça va apporter aussi une grande résilience face aux imprévus. Donc, moi, je pense que tout ça, euh, que le fait, pardon, de faire participer, en gros, hein, parce que c'est ce qu'on veut dire par là quand on dit faire noter le RPE, prescrire un RPE, donner la possibilité à l'athlète de s'exprimer les jours où il se sent bien, lui donner aussi la possibilité de choisir ses charges, etc. Nous, on pense que ça justement, ça va amener l'athlète à se sentir, à avoir une plus grande confiance dans le processus, dans ce qu'il fait, et une plus grande confiance en lui, tout simplement. Et pour finir sur ce point par rapport à l'auto-efficacité, ça engage que moi, mais je pense que ça peut aider l'athlète à maintenir des niveaux d'adhérence élevés à l'entraînement, puisqu'il va voir en fait que ses choix, ils ont un impact. Euh, Nous, notre but en tant que coach, c'est que les choix, ils aient un impact positif. Et pour que justement nos choix aient cet impact positif, on doit faire en sorte que les choix qui ont un impact négatif aient tendance à diminuer avec le temps, l'acquisition d'expérience, les outils qu'on met en place, etc. Et donc par ce biais, l'athlète, il va se dire, ok, j'ai acquis de l'expérience, maintenant je suis capable de prendre une bonne décision, même si j'ai pas mon coach derrière moi. Et du coup, il va se dire en quelque sorte, ce qui m'arrive, c'est un peu grâce à moi. Ok, en réalité, le coach, il a aidé, etc. Mais finalement, on se retrouve avec un athlète plus efficace, plus autonome et plus à même de prendre de bonnes décisions, tout simplement. Et, euh, et du coup, voilà, nous, on pense que justement, utiliser le RPE, c'est donner plus de responsabilité à l'athlète et lui faire confiance en quelque sorte. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, de ce point-là. Ouais, bah moi je pense que c'est effectivement important. Bah, de toute façon, on y reviendra un petit peu tout à la fin du podcast, euh, si vous êtes d'accord. Parce que moi, c'est vrai que j'avais encore d'autres petits points à soulever dans les limitations du RPE. Euh, le principal, c'est que effectivement, bah, dans la programmation type Emerging Strategies, on cherche à donner à la tête finalement un stimulus précis. Donc par exemple, un single RP8, hein, pour revenir à cet exemple, hein, on a l'impression que RTS c'est le single RP8. Arrêtez, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais finalement, on essaye voilà, de nourrir l'athlète avec un stimulus précis et de le répéter pour en évaluer l'efficacité. Ce qui, bien sûr, n'est pas nécessairement, enfin, n'est pas possible finalement avec une programmation en pourcentage, parce que même si on régule un peu, effectivement, d'une semaine à l'autre, et selon la progression de l'athlète, on va avoir une fluctuation finalement de la charge interne du RPE pour un même format. Alors après, on peut nous rétorquer, et à juste titre, que c'est pas grave finalement si l'athlète progresse, et je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que si l'athlète progresse avec des incréments de pourcentage, ben, c'est très bien tant qu'on est capable de les mesurer, comme on l'a dit avant. Par contre, moi, ce qui me dérange le plus peut-être, c'est qu'il y a des stimuli, enfin finalement des protocoles qui vont être assez difficiles à recréer avec le pourcentage, et notamment quand on va chercher à viser des intensités assez élevées, enfin des intensités relatives, des charges internes assez élevées. Donc par exemple des RPE 9 ou plus. Parce que si on a des athlètes, et ça on en voit plein, enfin on en voit plein, c'est peut-être pas la majorité, mais on a des exemples à assez haut niveau d'athlètes qui, pour des raisons psychologiques ou physiologiques, vont bien répondre à des RPE élevés, donc à des gros grinds ou à des top sets assez difficiles. Et avec une programmation en pourcentage, ça me paraît assez difficile à atteindre parce qu'effectivement, on est dans une zone où l'échec est proche et on peut très vite basculer sur du RPE 10, du RPE 11 ou au contraire, s'il y a une progression rapide qui s'installe après la première ou la deuxième semaine, vers des RPE plus faibles. Donc finalement, on va peut-être pas réussir à toucher cette zone qui serait peut-être bénéfique à une partie des athlètes.
Et donc peut-être que, bah, c'est une façon aussi de laisser derrière une partie des athlètes. Donc ça me paraît être une limitation assez importante. Hem et voilà, mais je pense que David, tu as encore un petit point à rajouter là-dessus? Alors, ouais, ben, en fait, il y a un truc qui me pose problème aussi avec le pourcentage, donc c'est une des limitations, et ce sera la dernière, c'est comment suivre les adaptations de l'athlète, donc en ce qui concerne son taux de progression, pardon, avec le pourcentage. En fait, euh, les adaptations qu'on crée à l'entraînement, elles peuvent survenir euh, enfin, de différentes manières et à des intervalles de temps différents euh, au sein d'un même athlète. C'est-à-dire que sur un bloc, vous pouvez progresser de 5 kilos par semaine, ça va être régulier, ça va être constant, vous allez faire une progression linéaire, quoi, finalement. Alors que le bloc d'après, votre progression, elle peut être plus variable et du coup, le fait d'utiliser du pourcentage à ce moment-là, quand on a une progression plus variable, ça devient difficile de justement coller aux adaptations de l'athlète, donc de suivre les adaptations de l'athlète en quelque sorte. Donc avec le RPE, c'est quelque chose que l'athlète fait automatiquement. On va pas être précis au kilo près forcément, enfin, enfin, on peut pas de toute façon être précis au kilo près, mais en tout cas, l'idée c'est que l'athlète il puisse adapter sa charge à son taux de progression. Donc moi, je vois ça comme une limitation du pourcentage. On peut essayer de le faire un peu, comme on a dit tout à l'heure, avec le score de forme, etc. Mais je pense que ça sera jamais aussi précis, entre guillemets, qu'avec du RPE. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vois ça comme un peu un point Ouais, c'est vrai, mais négatif, mais quoi. mais je pense que là, on se heurte à finalement 2 paradigmes de programmation assez différents. L'un qui est peut-être le nôtre, qui est peut-être plus celui qu'on retrouve dans la philosophie Emerging Strategy, où on va, donner un stimulus et laisser venir les adaptations. Dans l'au alors, face à un autre paradigme où on est plus dans finalement on force les adaptations d'une semaine à l'autre, à la limite quoi qu'il advienne. Peut-être pas au même rythme du coup, c'est un rythme qui paraît plus soutenable, Ou un et rythme imposé. voilà, un rythme imposé, mais un rythme peut-être plus soutenable que, enfin du moins qui risque pas d'être mis en danger finalement par une méforme ou des choses comme ça. Et finalement ces 2 philosophies, je pense qu'en fonction des athlètes et en fonction de, bah, de la réflexion du coach, ça peut être deux approches qui fonctionnent, tout à fait. Mais, même si nous, enfin moi, j'ai une petite préférence pour le RPE, Bon, bah, t'es biaisé, gros. totalement. Non, mais en fait, bah, comme tu dis, on n'est pas là au final à dire que le RPE c'est mieux que le pourcentage. Enfin, chaque outil a ses propres spécificités, a ses propres avantages et inconvénients. On peut les utiliser les deux conjointement, mais je pense quand même que dans la majorité des cas, utiliser le RPE dans notre paradigme à nous, ça va être plus adapté et voilà, et ça va dépendre aussi forcément de, de la vision de l'entraînement de chaque coach. Ce qui veut, voilà, je vais me répéter, mais ce qui veut pas dire que on a tort ou que quelqu'un d'autre a raison ou l'inverse. Donc voilà, pour ça, je pense que maintenant il serait temps de passer à la conclusion. Les gars, on a fait le tour de tous les points, les avantages de chaque outil, les limitations de chaque outil, pardon. Yes. Donc je vais te laisser Allez. Antoine Bah, conclure. du coup, si on devait conclure, moi je dirais que le RPE et le pourcentage sont deux outils compatibles. Euh, on peut donner des exemples. Par exemple, souvent, moi j'utilise du RPE sur les top séries et je fais du back-off en pourcentage. Ou alors on peut commencer une semaine avec une single à 8 et réguler le reste de la semaine en pourcentage avec la même variante. Ou des choses comme ça. Enfin, des protocoles, il en existe des tonnes. Mais ce qu'on pourrait aussi dire, c'est que la popularité du RPE, ça dépasse probablement l'effet de mode. Parce que le RPE, ça responsabilise l'athlète quand même. Ça le met en confiance et ça lui permet d'apprendre à doser son effort, ce qui est quand même une part importante dans tous les sports. Et de toute façon, moi je trouve que si on donne pas de responsabilité à l'athlète à un moment ou à un autre, il va finir par s'ennuyer dans ce qu'il fait ou avoir une baisse de motivation. Et bah, le but du coach, c'est quand même de pas s'imposer en chef dirigeant. Ça reste une collaboration. Euh, son rôle, c'est aussi d'apprendre à la personne comment s'entraîner et lui donner les clés pour qu'il puisse comprendre bah, comment ça fonctionne, quoi. Ben, je suis d'accord. Au-delà de ça, je pense que
pour revenir sur le fait que les deux outils ne s'excluent pas mutuellement et qu'on peut les utiliser, nous, on pense au contraire que les utiliser ensemble, ces outils, ça va venir préciser un peu nos modèles. Par exemple, quand on fait une charte individualisée pour un athlète, on va venir se servir du RPE, des pourcentages et si possible du VBT, donc les trackers de vitesse type Vitruve, Rep1, etc. Parce que les trois, ils travaillent en synergie et ils se complètent et du coup, ils viennent affiner nos modèles ou notre charte, ce qui rend nos modèles plus précis et plus fiables au final. Donc, pour ce point-là, ben voilà, pour ce point de conclusion, je crois que Ben, tu voulais parler d'un d'un point. Ouais, j'ai gardé le plus croustillant pour la fin. Non, non, effectivement, bah, il y a cette petite attaque volontairement provocatrice, je pense, de dire que quand on programme en RPE, bah, finalement, on est fainéant. C'est vrai. Euh, alors, bah, alors peut-être Il cherche. sur la planification, effectivement, ça prend moins de temps à... Tu cherches à me pousser dans mes retranchements, là, ça prend moins de temps à mettre sur le papier. Alors, bah, déjà, plusieurs choses. Enfin, moi, je pense que de toute façon, l'objectif d'un coach, c'est faire progresser l'athlète, le faire progresser à moyen terme, à long terme, si possible à court terme. Bon, ça, d'ailleurs, c'est un autre point pour moi. Effectivement, quand ils prennent l'exemple du fait qu'un athlète qui overshooterait, par exemple, en semaine 3, son RPE 9 en RPE 9,5 ou RPE 10, parce qu'il n'a pas progressé, c'est déresponsabiliser aussi l'athlète. Le coach, pardon. Pour moi, ça me paraît un peu excessif dans le sens où bah, la responsabilité du coach, pour moi, déjà de un, c'est pas de faire progresser la tête à chaque bloc. Euh, Peut-être qu'on peut se mentir en se disant que la progression peut être linéaire. Dans la réalité, on sait bien que ça l'est pas. Et il y a des blocs qui sont réussis, d'autres moins, que ce soit pour des raisons de planification, pour des raisons de conditions d'entraînement de l'athlète, de conditions de vie, etc. Des fois, les facteurs nous échappent un petit peu, mais ce qui compte, c'est la progression à moyen et à long terme. Et justement, je pense que la façon d'appliquer finalement le RPE, etc., nous permet aussi d'aller explorer des zones d'entraînement, des protocoles qui seraient pas forcément venus à l'esprit de l'athlète. Donc voilà, déjà, la responsabilité du coach, pour moi, c'est pas de faire progresser l'athlète à chaque bloc, mais c'est de faire progresser l'athlète à moyen et long terme. Et pour ça, je pense pas que le temps passé à remplir le Excel ou que sais-je, le journal d'entraînement, à remplir la planification, soit vraiment ce que recherche la tête. On n'est pas payé au poids. Je pense qu'il y a assez de tâches annexes, enfin pas annexes d'ailleurs, principales, qui sont l'analyse des données ressorties de l'entraînement, la communication avec le coach, l'anticipation de plein de choses dans la communication, c'est-à-dire anticiper des conditions de récupération moins bonnes, anticiper des variations dans la motivation, etc. Que le... Voilà. Et ça, pour moi, c'est des tâches primordiales pour le coach qui demandent bien plus de temps finalement que de remplir des RPE ou même des pourcentages sur une planification. Et je pense que c'est ça qui, à terme, va amener l'athlète vers son objectif et c'est là-dessus qu'on doit passer du temps. Voilà. Qu'on copie-colle des RPE, pour moi, ça n'a pas vraiment de valeur négative dans le travail du coach. Qui copie-colle des RPE ici? Moi, je fais pas ça, hein. Non, 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 bien sûr, je donne un exemple au hasard. Ah, voilà, non, au hasard. Bon, sur ce, les gars, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire. On espère que ce podcast vous aura plu. Soyez indulgents, c'est notre premier. Ça peut paraître parfois un peu téléphoné, on a un petit script. Mais voilà, on vous dit à bientôt dans un prochain podcast. Et voilà. Ouais, soyez indulgents pour l'outro aussi, c'est son premier outro, donc voilà. Hein, à plus. Allez, salut. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous souhaitez avoir accès à plus de contenu ou si vous êtes intéressé par l'une de nos offres de suivi, rendez-vous sur notre site internet www.strengthdevelopment.fr. Le lien est dans la description.